Je suis persuadé que de s'adresser directement à l'homme de la rue, c'est de ne pas être entendu de lui, ni même de personne, ou en tout cas ne produire que de très faibles effets. Jacques Derrida. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 20 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de cette biographie de Benoît Peters consacrée à Jacques Derrida. Je vous ai avoué dans une vidéo précédente n'avoir jamais lu l'œuvre de Derrida. Et parfois, il m'arrive de lire des biographies d'écrivains sans avoir lu leur livre au préalablement. Et dans le cas d'un philosophe, ça peut nous servir d'une bonne introduction, un survol de la pensée d'un auteur. Alors, est-ce que j'ai aimé ce livre-là? Oui, mais il y a deux questions que je me posais. Et hier, mon ami, je me permets ainsi de l'appeler, Michel Peterson, m'a rendu visite et nous avons devisé tranquillement, comme deux vieux philosophes. La librairie était secouée par les orages, tempêtes, les dérèglements climatiques commencent à être une réalité tangible, je pense. Et entre deux ondées, eh bien, il me répondait à ces deux questions. La première, est-ce que Jacques Derrida a déjà suivi une analyse? Parce qu'étonnamment, Benoît Peters, tout en nous expliquant les rapports de Derrida avec Freud et Lacan, ne nous dit pas un mot sur cette question. Une seule ligne aurait suffi pour nous dire Jacques Derrida est allé en analyse, Jacques Derrida n'est pas allé en analyse. Pas un seul mot. Et je posais la question à Michel et il me répondait que dans sa façon d'écrire, de travailler, d'être en relation avec les autres, Jacques Derrida avait une oreille d'analyste, qu'il était capable de décrypter ce que les autres autour de lui avaient à dire et qu'il était même capable d'entendre ce qu'un texte dit ou même de subodorer ce qu'il ne dit pas, qu'il avait donc une oreille d'analyste. Et semble-t-il, nous ne sommes pas obligés d'avoir été en analyse pour développer cette oreille-là, cette présence dans l'oreille à la parole de l'autre. J'ai cru remarquer ici, c'est un petit commentaire personnel, que beaucoup de gens ne savent pas écouter. Et à cause de cela, ils se retrouvent parfois dans des situations très difficiles parce que les gens autour d'eux leur disaient des choses. Et même certaines personnes disent des choses qui peuvent être même assez terrifiantes sous un vernis amical, peuvent être assez ravageantes derrière derrière les bonnes paroles. Il peut s'y dissimuler un poison. Alors, écoutez, non pas pour comprendre autrui, mais écoutez également pour ne pas tomber dans les pièges que certaines personnes peuvent nous tendre. Alors, il me disait donc que Derrida avait cette oreille qui portait attention aux autres et évidemment aux textes lus. Parce qu'évidemment, beaucoup d'écrivains également et de philosophes écrivent par oreille. Et c'est par l'oreille peut-être qu'on peut les recevoir. Je lui posais aussi une deuxième question, un peu plus pointue, ou plus tatillonne, je dirais. Paul Deman, professeur d'université américain,
l'a introduit en quelque sorte aux États-Unis. Et je demandais à Michel, est-ce qu'on a découvert par la suite que Paul Deman, d'origine belge, avait commis quelques textes dans sa jeunesse, euh, des textes où il se révélait pro-fasciste et qu'il s'est exilé par la suite aux États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il avait effacé en quelque sorte toutes les traces de de ces anciens textes fascistes. Et je posais la question à Michel, n'était-ce pas là, d'une certaine façon, pour Paul Deman, en introduisant Derrida, de rédimer sa propre faute? Et là, j'évoquais la possibilité que la judaïté de Derrida pouvait être en quelque sorte l'une des raisons pourquoi Paul Deman a voulu se refaire une sorte de virginité. Ici, Michel m'a répondu que Benoît Peters avait exagéré l'importance de Paul Deman aux États-Unis. Alors donc, l'ayant exagéré, eh bien, cela rendait un peu ma question caduque. Et également, il me disait que Benoît Peters, également, donc d'origine belge, avait également effleuré le sujet des écrits fascistes de Paul Deman parce que la question coloniale, eh bien, les Belges, comme les Français d'ailleurs, eh bien, ils sont encore englués dedans. Et Michel toujours me rappelait que Benoît Peters était également le biographe d'Hergé, qui lui-même a eu des rapports assez complexes avec cette question-là coloniale. Et moi-même, j'abondais un peu dans son sens en rappelant que beaucoup d'écrivains et de penseurs qu'on appelait jadis Canadiens français ont également eu des accointances avec certains aspects de la pensée fasciste et qu'il fallait donc faire un travail de décryptage pour savoir au juste qui fait quoi et avec qui et dans quel contexte, et que cela finalement n'était pas si simple. Et Michel a conclu en me disant que si on voulait appréhender la pensée protéiforme de Derrida, il nous offrait cette image suivante, celle d'un souk, où chacun palabre, où chacun négocie, où chacun discute du prix, où le prix affiché, contrairement à nos gens coutus, eh ben, était discutable à l'infini et tous les arguments relationnels et de prix étaient en cause dans un souk. Que c'était une négociation infinie où la relation marchand-commerçant ne consiste pas simplement à acheter un produit, mais à en discuter, à le négocier, à le renégocier, que c'était sans fin, ces palabres, et que la pensée de Derrida avait été, en quelque sorte, imprégnée par son passé arabe. Et là, il me disait également, Michel, que Derrida avait un peu occulté l'arabité, je dirais, de son propre parcours intellectuel. Alors, je lui ai posé la question, mais aurait-il découvert lors d'une analyse que cet attachement atavique à cette terre arabe qu'est l'Algérie, au fond, est le point aveugle de la pensée de Derrida, que n'en ayant jamais discuté en profondeur, c'est la zone d'ombre de sa propre réflexion. Et que s'il avait été en analyse, il aurait pu au moins circonscrire ce point aveugle. Et Michel me disait qu'il réfléchissait à cette question, déjà, depuis quelques années, la question
du rapport arabe à la pensée de Derrida. Et comme vous le savez, Derrida, sa famille était de confession juive. Alors les relations, on peut dire arabo-hébraïques, sont infiniment complexes. Et quand nous, chrétiens, débarquons dans le souk, eh bien voilà, ça peut devenir assez complexe, merci, même si nous avons pris nos distances, semble-t-il, à l'égard de notre propre chrétienté. Alors voilà, je ne vous ai pas dit d'autres choses sur cette biographie. Probablement demain, je vais vous lire un passage ou deux de cette biographie de Benoît Peters consacrée à Jacques Derrida. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'anciens. Ce souk où vous pourrez rencontrer parfois des philosophes déridiens et hébraïques ou encore des poètes discourant sans fin sur le point-virgule. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également joindre ma page Facebook, une page d'hyperactifs, comme vous le savez sans doute déjà. Et on conclut là-dessus. Est-ce que écrire sur Facebook, c'est écrire sur le sable? Je vous remercie d'être avec moi. Passez une bonne journée.